Pour ceux n'ayant pas regardé la vidéo d'introduction, je vais me représenter. Je m'appelle Marc Bouvier, mais je préfère plutôt que l'on m'appelle par mon pseudonyme, Dwazeim. J'ai 28 ans et je suis membre au sein du MEG. Ça fait environ 12 ans que je suis arrivé dans les backrooms, un malheureux coup du sort qui a totalement changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma première fois. Bon alors, pas avec une fille, mais avec les backrooms. Là, c'est moins amusant. Tout a commencé en 2009. Je cherchais l'infirmerie dans le couloir administratif de mon lycée. Je venais tout juste de commencer le trimestre de la première année et la topographie des lieux m'était encore inconnue. Cela a été très rapide. Je pris tout simplement une porte qui n'avait jamais existé et qui n'était en aucun cas répertoriée dans les plans du bâtiment. C'était une porte en métal, présentant des signes de rouille. En l'ouvrant, je fus complètement happé dans un vide noir, comme pris dans un courant d'eau puissant. Ce phénomène, que je n'avais jamais expérimenté auparavant, c'était le no-clipping. Je chutais en dessous du sol vers le néant. Dans ma chute, je vis mon lycée, le hall, les pièces jointant les couloirs s'éloigner de moi, fondant dans un brouillard sombre, de la même manière qu'on pourrait glitcher dans un jeu vidéo, hors de la zone de jeu prévue à cet effet. Puis, plus rien. Je repris conscience, les vêtements mouillés et ma tête abattue contre une moquette humide et légèrement nauséabonde. Je pris quelques secondes pour submerger de ma confusion. Des luminaires bourdonnèrent énormément. Une lumière aveuglante m'empêcha pendant un court instant d'y voir clair. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, je vis un jaune omniprésent, tout autour de moi, me donnant mal à la tête. J'étais dans le niveau 0, mais ça je ne savais pas encore. Où suis-je? Quel est cet endroit? Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi n'y a-t-il personne? Que dois-je faire? Où dois-je aller? Où se trouve la sortie? Je me posais tellement de questions, j'étais perdu et sans réponse. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'une des pires choses que l'on puisse faire dans une situation pareille. J'ai perdu mon sang-froid. Ne trouvant tout simplement pas de réponse à mes questions, je me suis mis à hurler à l'aide dans tous les sens, à m'en enrayer la voix. Je me suis mis à courir partout, à travers les couloirs et les pièces, toutes semblables les unes des autres. Un couloir, un croisement, je tourne à droite et puis je tourne à gauche, encore un croisement. Une petite pièce, un couloir, un croisement, je tourne encore et encore dans tous les sens. Encore un putain de croisement, un couloir, une pièce, encore un croisement, un couloir, un croisement. Encore et putain, encore et encore. J'avais beau courir dans tous les sens, emprunter n'importe quelle direction, rien n'y faisait. Je n'étais qu'une souris dans un foutu dédale jaune. Tout ce cirque a sans doute duré des heures, duquel j'étais en pleine panique tout en pleurant de détresse. Finalement, perdant tout espoir, je me suis retrouvé presque dans un état léthargique, assis contre un mur. Je pris conscience que, dans ce dédale infini de salles et de couloirs, j'étais seul. Personne d'autre que moi pouvait m'aider. Brailler comme un imbécile à la recherche d'aide ne serait qu'un foutu coup d'épée dans l'eau. À cette prise de conscience, je fis totalement l'inverse de ce que j'avais fait au départ. J'ai réfléchi et utilisé mon cerveau. Où suis-je? Dans un dédale de couloirs et, selon mes connaissances actuelles, sans fin. Pourquoi n'y a-t-il personne? Impossible à savoir. Il faudrait déjà que je sache où je suis, mais je n'ai pas de réponse à cela. Comment cela peut exister? Je n'en sais rien. Le fait même que je sois passé à travers le sol via une porte dans un lycée est un mystère total. Que dois-je faire? Trouver la sortie? Ouais, ça me paraît une plutôt bonne idée. Où est la sortie? Dans le cas où ce dédale serait infini, il n'y a techniquement aucune sortie. Dans la logique, je ne peux tout simplement pas espérer atteindre une extrémité. C'est là que j'ai eu cette réflexion. Comment puis-je savoir que c'est infini si je n'ai pas tenté d'aller plus loin? Si ça se trouve, je n'ai fait que tourner en rond. J'ai émis une hypothèse à partir de rien, voilà mon erreur. C'est alors que je me suis empressé à marcher, encore et encore, avec mon cartable sur le dos,
mes vêtements mouillés et ma vieille montre qui fait chronomètre. En marchant à un rythme soutenu par de grands pas d'1 mètre, je pouvais approximativement calculer la distance parcourue par multiplication du nombre de pas par 1 mètre. Oh, c'est une technique primitive, mais très utile pour garder le pied avec la réalité. Pour référencer le tout, j'eus la bonne idée de prendre mon cahier de brouillon et un stylo. Sur mon carnet, après une vingtaine de minutes de marche, j'ai calculé qu'en moyenne, je marchais à 121 pas par minute. Avec cette moyenne de pas, je vais effectuer rapidement une grande distance en peu de temps, sans pour autant me fatiguer. Concrètement, j'optimisais totalement mes déplacements. Cependant, marcher encore et encore, voir à chaque fois le même papier peint, la même moquette marron, les mêmes luminaires bourdonnants et désagréables, le même genre d'agencement de pièces et de couloirs incohérents, peuvent réellement devenir une psychose. Ces répétitions heurtent directement la psyché. 12 dédales donnent mal à la tête, ce bourdonnement infernal donne des acouphènes, et ce foutu jaune irrite les yeux. Après 1 heure de marche, j'avais effectué 7351 pas au total. 7 km et 350 mètres approximativement. Et toujours pas d'extrémité. Toujours en marchant sur une trajectoire la plus rectiligne possible. Cette répétition constante, cet automatisme, m'agaça de plus en plus. J'ai cru devenir fou à plusieurs reprises. On perd rapidement la notion de réalité dans cet endroit. On se croit comme dans un rêve. C'est extrêmement troublant. Un autre phénomène commençait alors à se produire. C'est une sorte de sensation inexplicable, mais mon esprit, ou du moins ma lucidité et ma conscience, s'estompaient petit à petit face aux répétitions et aux automatismes de mes actions. Compter mes pas, noter sur mon carnet toutes les heures, marcher en prenant garde de faire des grands pas d'environ 1 mètre. J'avais cette sensation horrible de lassitude et de perte de contrôle. Pour y remédier, je faisais une pause d'1 minute environ, où je regardais mes mains, mon torse et mes jambes. Je ne sais pas comment, mais ça me re-ancrait de nouveau dans la réalité, me permettant de continuer. Au bout d'un certain temps, je me suis mis à entendre des bruits incompréhensibles venant de partout à la fois, et voir comme des déformations rapides dans ma vision périphérique sur le papier peint jaune. J'ai réellement senti qu'à ce moment-là, comme une sorte de folie s'emparant de moi, petit à petit et grignotant lentement à chacun de mes pas à ma santé mentale. Après 1 heure de plus de marche, j'avais effectué 6849 pas, 6 km et 850 mètres. J'avais effectué au total exactement 14 200 pas, environ 14 km et 200 mètres. Je n'en revenais pas. Si ce dédale n'est pas infini, il est extrêmement grand. Au bout d'un moment, la soif me prit, me forçant à m'arrêter. Par chance, j'avais une bouteille de Coca-Cola d'1,5 litre dans mon cartable. Ce n'était pas une bonne idée d'en boire, j'en fus conscient, mais bon, quand il y a que ça aide. En marchant une vingtaine de minutes de plus, en ayant effectué 2658 pas, donc approximativement 2 km et 658 mètres, et donc au total 16 858 pas, pour un total approximatif de 16 km et 700 mètres, je fus presque intégralement médusé par la vue d'une porte marron, une imperfection parmi les répétitions. Pourquoi une porte ici, maintenant, après presque 17 putains de kilomètres de souffrance? Croyez-moi, je n'ai pas réfléchi, je me suis précipité vers cette porte et l'ai ouverte. En passant la porte, j'observai rapidement une pièce, et c'était la salle manille. Toujours sur le palier de la porte, j'observais au beau milieu de la pièce, gisant sur une table en bois, un corps mutilé. Toujours en pleine incompréhension, j'entendis un bruit furtif de frottement à ma droite. En tournant rapidement la tête, je vis un homme avec une longue barbe à 1 mètre de moi, abattant une machette vers mon crâne. Je réussis de justesse à éviter le coup, mais la lame frappe à mon épaule, tranchant légèrement ma peau et coupant un peu mon manteau. Je m'éloignai rapidement de lui par frayeur. L'adrénaline fit que sur le moment je n'ai pas senti la douleur. Lui était à côté de la porte de sortie,
Moi, j'étais au fond, à gauche de la pièce, dans un coin, complètement tétanisé. Sur le moment, j'ai essayé de le raisonner. Je lui ai parlé, mais j'avais l'impression de parler à une coquille vide. Il se tenait là, sans bouger, les yeux écarquillés et la bouche à moitié ouverte. J'ai supposé par la suite que je n'avais pas là un homme en face de moi, mais juste l'expression de la folie. Un homme qui n'avait pas eu autant de chance que moi de trouver cette salle aussi vite. J'ai supposé qu'en réalité, j'avais là, en face de moi, un être traumatisé. J'avais beau réfléchir, j'étais complètement cerné. Entre lui et moi, il y avait cette table et ce pauvre homme gisant sur le dessus. J'avais vraiment cru à ce moment-là que j'allais finir comme lui. Après quelques secondes où nous nous regardions, il s'approcha finalement de moi, déterminé à me faire la peau. Ce que je redoutais arriva. Nous nous sommes battus, lui avec une machette, moi avec une chaise et mes poings. En y repensant, ce combat était totalement ridicule. Je lui balançais une chaise en pleine gueule et lui contournait la table pour m'attraper. Pendant plusieurs minutes, la seule chose qui me séparait de lui était cette putain de table. Et bon, il fallait que ça arrive. Le mec, par énervement, il projeta la table à ma droite et m'attrapa. Je ne sais pas comment, même à l'heure actuelle, mais j'ai vite repris le dessus et je l'ai atomisé à coups de poing. Encore et encore et encore et... Enfin, je me suis assuré pour qu'il ne se relève pas de sitôt. Mais j'avais trop bien fait mon travail et finalement, je l'ai accidentellement tué. C'était la première fois que je prenais la vie à un être humain. Bon, désormais avec le recul, j'ai plus de remords. Hein. C'était un meurtrier et il a mérité ce qui lui est arrivé. Mais croyez-moi, c'est vrai qu'au départ, ça m'avait hanté pendant longtemps. Encore aujourd'hui, même si cet homme avait l'air perdu et traumatisé, je me demande une chose. Pourquoi il avait une machette ? Ce doute plane dans mon esprit depuis longtemps, mais si ça se trouve, et je pense que c'est le cas, c'était pas un nouveau dans cet endroit. Il est peut-être arrivé avec une machette, mais c'est peu probable. Certains d'entre vous ont dû survivre au niveau 0 par simple chance, ou ont dû appliquer à quelques différences près les mêmes techniques que moi, enfin peu importe. J'aime à dire que ce niveau, c'est le baptême du feu. Soit tu passes pas. N'oubliez jamais, réflexion est sœur de prudence. Prudence est mère de sûreté. Même si je ne connaissais pas cette expression, j'ai tout de même appliqué ce principe dans le niveau 0, et finalement je suis là, à vous en parler. Au final, ma persévérance et ma méticulosité m'ont sans doute sauvé la vie au niveau 0. Beaucoup n'en sont malheureusement pas ressortis. Mais vous comprendrez bien assez tôt que persévérer n'est pas forcément la solution à tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans les backrooms. Bon voilà, c'est terminé. Ah, et je suppose que vous vouliez connaître la suite de l'histoire. Bon je vous le résume. Après avoir tué l'homme, j'ai trouvé un carnet sur le cadavre, parlant du no-clipping. C'était brouillon, mais cet homme qui s'était fait massacrer avait simplement décrit quelques techniques essentielles pour no-clip. Après plusieurs essais infructueux, j'ai finalement réussi à no-clip et à atteindre le niveau 1. J'espère que ce partage d'expérience vous aura aidé. On commence à peine à gratter la surface de mon histoire, mais comprenez que j'essaie de vous narrer tout cela de la manière la plus fluide et confortable possible. Dans la prochaine vidéo concernant mon histoire, j'essaierai de vous décrire vraiment ma première expédition. Cette vidéo étant terminée, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous me portez. Plus il y aura de gens pour regarder mes vidéos, plus les gens seront informés sur les backrooms. Enfin bref, c'était Dwazame, bon courage à tous, et surtout, bonne chance.